renoncer à l'organisation. Honorable Président, les assumer en tant que ministre. Je suis conscient, ça n'a rien à voir. Vous êtes responsable de votre ministère. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de votre magazine. Après la plénière qui reçoit aujourd'hui l'honorable Olivier Kamita Tuetsu, il est président fondateur de l'Alliance pour le renouveau du Congo, ARC, mais je rappelle qu'il a été également président de l'Assemblée nationale pendant la transition 1+4. Il était négociateur principal du mouvement de libération du Congo lors du dialogue intercongolais de Sun City, et c'est à l'issue de la transition qu'il a fondé son propre parti ARC avec d'autres sociétaires qui sont aujourd'hui dans des positionnements multiples. On ne va pas y revenir, c'est peut-être pas la thématique, mais nous allons essentiellement parler de l'évolution pour aller aux négociations de la CENCO avec l'accord global inclusif qui a été signé, et il reste la finalisation de l'arrangement particulier. Honorable Olivier Kamita Tuetsu, merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes député national élu de Boulungu. Ma toute première question, de la cité de l'Union africaine à la CENCO, aujourd'hui avec la finalisation de l'arrangement particulier, qu'est-ce qui a évolué dans ces négociations intercongolaises? Bien, ce qui a évolué, c'est qu'il y a aujourd'hui un accord. L'accord du centre interdiocésain qui était forgé, vous le savez, au courant du mois de décembre, qui était signé le 31 décembre 2016, qui a maintenant bien fixé les éléments qui permettent d'envisager une transition qui soit apaisée, qui conduise à des élections en 2017, qui confirme qu'il ne peut y avoir de changement de constitution, de révision de la constitution. Donc c'est un accord qui précise que dans cette période tout à fait exceptionnelle, depuis le 19 décembre à minuit, le président Joseph Kabila n'a plus de légitimité. Il se raccroche bien entendu à la légalité de l'arrêt de la Cour constitutionnelle. Mais dans quelques jours, les députés nationaux n'auront plus de légitimité non plus. Et déjà depuis quelques années, les sénateurs n'ont pas de légitimité. Donc de cela, cette période tout à fait exceptionnelle où les animateurs politiques des institutions n'ont pas de légitimité, il fallait un accord. Il fallait un accord qui soit le plus proche possible des préoccupations de la population. Et vous le savez, depuis pratiquement 2 ans aujourd'hui, depuis janvier 2015, de nombreux jeunes gens se sont sacrifiés pour dire clairement à la classe politique, nous ne voulons pas de changement de constitution, nous voulons des élections. Le souverain primaire que nous sommes doit pouvoir choisir ses dirigeants. Nous avons compris cela, et la classe politique, tous ensemble, je crois que nous avons là maintenant un accord. Le mois de janvier, nous l'avons passé à des contacts sous les bons offices de la CENCO, parce que cet accord doit maintenant disposer de modalités d'application, ce qu'on a appelé un arrangement particulier. Parce qu'un accord, ce sont des grands principes, c'est un esprit. Maintenant, le diable est toujours dans le détail. Il faut aller dans chaque petit détail pour qu'il n'y ait pas d'incompréhension, et surtout pour qu'il n'y ait pas là un loup qui se cache et qui remet tout en question. Voilà. Je dois ajouter, parmi les indications que j'ai données à l'introduction, évidemment, il est difficile de donner toutes les indications vous concernant, parce que nous n'avons pas suffisamment de temps. Vous êtes sociétaire du groupe G7, c'est le groupe des 7 partis qui avaient quitté la majorité présidentielle et qui aujourd'hui font partie intégrante de l'opposition politique, spécialement dans sa partie Rassemblement. Alors, il y a aujourd'hui des verrous qu'il faut faire sauter pour que cet arrangement particulier soit finalisé. Le Rassemblement s'en tient à la présentation d'un candidat unique pour le poste de Premier ministre, alors que vos collègues de la majorité présidentielle demandent 3 noms. Est-ce que vous avez une solution médiane? Écoutez, nous avons d'abord la solution qui est l'accord. L'accord du 31 décembre, il est très clair, très explicite, dans un français le plus simple possible. Il dit que le gouvernement de la République est dirigé par le Premier ministre, présenté par l'opposition politique non signataire de l'accord du 18 octobre de la Cité de l'Union africaine, barre Rassemblement, est nommé par le président de la République conformément à l'article 78 de la Constitution. C'est très clair.
Donc c'est le Rassemblement qui a l'initiative de présenter le Premier ministre. Et je crois que nous avons mis un article défini, et je crois que tous les auditeurs, tous les téléspectateurs savent très bien ce que cela veut dire. Donc le Rassemblement va, par ses mécanismes internes, présenter le Premier ministre à la sanction de la nomination du Président de la République, conformément à l'article 78 de la Constitution. Mais l'article ne donne pas les modalités de présentation de ces premiers ministres. Ça signifie que ce n'est pas totalement contradictoire avec la pratique qui voudrait généralement qu'on présente 3 noms pour un poste ministériel. Je me rappelle vous-même en tant que ministre du plan du gouvernement Gizenga, l'ARC avait présenté, je crois, plus d'un nom. Nous sommes ici dans un cas tout à fait exceptionnel. Tout le monde le reconnaît. Nous sommes un pays exceptionnel. Cet accord est un peu le substitut à l'échec de ne pas avoir organisé les élections. Ce n'est pas de notre faute. Parce que depuis nous, le G7, depuis janvier 2015, depuis les tragiques événements qui avaient endeuillé Kinshasa et de nombreuses villes du pays, nous avions lancé les signaux d'alarme, d'alerte à la famille politique à laquelle nous appartenions à l'époque. Nous lui avions dit depuis janvier 2015 à 3 reprises, dans 3 courriers, il faut accélérer le processus électoral. Maintenant, l'accord que nous avons se substitue effectivement à l'échec. Il n'y a pas eu d'élection. Mais s'il n'y a pas eu d'élection, ça veut dire qu'il faut trouver un compromis. Ce compromis, nous l'avons trouvé avec beaucoup de difficultés. Le président de la République reste en place. Le Premier ministre qui doit garantir qu'il y aura des élections, la meilleure garantie possible, et qu'il soit présenté par le Rassemblement. Et quand on dit le mot présenté, les négociations, les négociateurs ont été très loin. Ce n'est pas un mot qu'on a trouvé facilement. Dans les négociations, la première formule, c'était « il est issu du Rassemblement ». C'était trop large. L'esprit n'était pas à aller choisir quelqu'un qui n'était pas désigné. Là, l'esprit était trop restreint. C'était la deuxième formule. Après que nous ayons choisi « il est issu du Rassemblement », nous avons dit non, ça laisse trop de latitude à des choix qui peuvent être des choix qui ne soient pas des choix d'efficacité. Nous avons dit il doit être désigné par le président du Conseil des sages du Rassemblement. Là, c'était trop restrictif. Et donc, nous avons choisi, au lieu d'être issu, au lieu d'être désigné, nous avons dit il sera présenté. Et je crois qu'il faut que les téléspectateurs le sachent, ça, ce sont des négociations et chaque mot compte. Chaque mot a un poids très précis. Maintenant, dans la présentation, vous me direz, mais pourquoi ne pas mettre une liste ? Je vous dirais simplement que nous sommes ici dans un accord global et inclusif, qui constitue un package. Ça veut dire qu'on ne peut pas aujourd'hui commencer à prendre des libertés par rapport à des dispositions qui sécurisent les partis, avec la présentation de celui qui, aux yeux du Rassemblement, est le mieux indiqué pour diriger, être le chef du gouvernement pendant cette période qui sera très délicate. Tout comme nous ne posons aucun problème au président de la République, aux autres institutions. Nous avons accepté que les institutions issues de mandats électifs continuent. Et donc nous souhaitons que ce compromis puisse être respecté jusqu'au bout. Il y va simplement du fait qu'il y a un esprit, l'esprit d'être ensemble, dans un souci d'efficacité, parce qu'au bout du compte, nous perdons beaucoup de temps aujourd'hui. Chaque semaine qui passe, c'est une hypothèque supplémentaire pour l'échéance de 2017. Nous ne voulons pas aller au-delà de 2017. La crise de laquelle nous venons de sortir n'a pas besoin d'une nouvelle crise plus grave encore. Et on sait que cette crise, nous devons nous épargner de faire tomber le pays dans un nouveau naufrage. Alors, quand vous dites, vous, Olivier Kamtad, par tweet, que le président de la République a la possibilité de refuser un Premier ministre, est-ce que cela n'ouvre pas cette possibilité-là? Vous ne donnez pas raison à ceux qui estiment qu'il faut donner plutôt une liste? Non, pourquoi donner une liste? Dès lors que le président de la République nomme le Premier ministre conformément à l'article 78 de la Constitution, je veux dire un langage de vérité. Le Premier ministre sera présenté, le Premier ministre, par le Rassemblement. Nous souhaitons que le président de la République le nomme et que ce ne soit pas une nouvelle crise. Rappelez-vous, le président Mobutu a nommé Étienne Tshisekedi Premier ministre à la faveur du vote d'Étienne Tshisekedi à la conférence nationale souveraine. Il a voulu prévaloir un accord, assorti même d'une élection au sein de cette assemblée, la conférence nationale.
quelques années après, le président Joseph Kabila a accepté le principe du 1+4 sans récuser qui que ce soit, parce qu'il y avait là aussi un esprit de réconciliation nationale. Je crois qu'aujourd'hui, eh bien, plus que jamais, à la faveur de l'expérience glanée à la CNS, à Sun City, aujourd'hui au centre interdiocésain, sous les bons offices des évêques de la SENCO, je crois qu'il faut faire preuve de dépassement. Il faut aller vite vers les aspirations de la population qui consistent à avoir des élections en 2017, qui ne consistent pas à nous disputer est-ce que c'est une liste, un nom. Non, l'accord il est là, il est très clair, c'est l'esprit, et cet accord lie le président de la République, tout comme le peuple congolais, aussi longtemps que nous trouvons les dispositions qui lui permettent de vivre cette année dans un processus électoral qui doit être absolument apaisé et qui doit garantir toutes les parties de la bonne fin de ce processus. Alors, comment vous entendez, quelle est la proposition que vous faites pour réduire les déficits de confiance qui semblent se cristalliser entre la majorité présidentielle et l'opposition, spécialement les rassemblements? Parce qu'il faut un minimum de confiance. Je crois que vous avez dit le mot exact. C'est le manque de confiance. Cette confiance, il faut la construire. Un des gestes importants qui devra être posé est effectivement la nomination du Premier ministre qui sera présenté par le Rassemblement. Ça participe de la construction d'une confiance et je crois qu'à chaque étape, il appartient au Président de la République. Il lui appartient maintenant de jouer la carte de l'apaisement et pas d'une nouvelle crise politique parce que le rejet d'une candidature, c'est certes son droit, mais la contrepartie sera une crise politique majeure. Donc évitons d'aller dans des crises, si on peut les éviter, c'est ce que nous voulons dire. Maintenant, quel est le mécanisme? Ce mécanisme de consultation, qui est le mécanisme repris dans la Constitution. Après, il nomme le Premier ministre après consultation de la majorité, et là c'est très clair, c'est qu'il doit y avoir une consultation. Mais il doit y avoir un échange, il doit y avoir une discussion. Le candidat, le Premier ministre, pas le candidat, le Premier ministre qui sera présenté par le Rassemblement, je crois que par courtoisie, il doit y avoir des échanges. Dès lors qu'il a été fixé qu'il y avait un profil dans l'accord global et inclusif, ce mécanisme-là, maintenant, c'est tout l'enjeu des discussions que nous aurons dans les toutes prochaines heures, dans les prochains jours avec la majorité présidentielle. Quelle signification donnez-vous à la déclaration de la majorité présidentielle qui retire les réserves ou la réserve qui était annexée en juin à la signature de l'accord? Cela participe des gestes d'apaisement. Et c'est important que nous allions dans la même direction, au même rythme, et que nous fixions ensemble qu'il appartient maintenant aux uns et aux autres de se donner des gages de confiance. Disons que le premier gage pour nous était de nous réunir dans un cadre qui était un cadre national, dans un cadre qui était restreint autour des évêques de la SENCO. Ça a pu bâtir maintenant un sentiment de confiance, une fierté retrouvée d'être ensemble entre les acteurs nationaux à parler des grands problèmes de notre pays sans qu'interviennent en quoi que ce soit des interventions extérieures et que nous avancions. Maintenant, nous avons souhaité que les premiers actes, gestes de confiance viennent du pouvoir dès lors que la décrispation politique, il appartient au pouvoir d'État, à la puissance publique de donner des signes de décrispation. Nous en avons noté quelques-uns. La libération de Moïse Monidela en est un. La libération de quelques jeunes gens de Lucha en est un autre. Il y a là encore à construire beaucoup plus loin, beaucoup plus fort ce sentiment de confiance. Et là, des actes doivent être posés, ce n'est pas simplement des paroles. Nous attendons aujourd'hui que tous les prisonniers et les détenus d'opinion soient libérés et que nous puissions construire ensemble. Cette transition n'appelle plus à ce que nous soyons divisés. Il reste très peu de temps, nous avons très peu d'argent et nous devons forger une volonté politique commune pour des élections crédibles à la fin de 2017. Alors, quel est l'impact direct du bon partage des portefeuilles ministériels sur la bonne organisation des élections? Vous le savez, il y a des ministères qui sont des ministères importants dans le cadre du processus électoral. Mais je rappellerai que les 3 missions du gouvernement de transition sont extrêmement importantes. La toute première mission, c'est organiser les élections dans les délais. La deuxième mission, tout aussi importante, c'est assurer la sécurité de tous les Congolais à travers l'espace national. Et vous le savez, aujourd'hui, il y a des crises de sécurité dans beaucoup d'endroits de notre pays. La troisième mission, c'est atténuer l'impact de la crise socio-économique et essayer de stabiliser la situation économique. Donc, tous les ministères sont importants. Mais dès lors que le peuple
s'est exprimé pour des élections très rapidement, dans les meilleurs délais, qu'il faut mettre fin à cette période exceptionnelle où tout le monde est illégitime et cela n'honore pas la République démocratique du Congo et on n'arrive pas à savoir si on va faire des élections ou pas. Ça n'honore pas les députés que nous sommes de ne pas avoir de légitimité mais de continuer à toucher nos émoluments et faire comme si de rien n'était. Ça n'honore pas non plus le Sénat. Donc il faut absolument que nous nous mettions d'accord pour que très rapidement nous mettions un terme à cette transition qui n'honore pas notre pays, pour que nous redonnions la légitimité forte, fraîche, à ceux qui auront à diriger sur base du projet qu'ils vont nous présenter. Donc voilà tous les éléments qui concourent à dire que la confiance est peut-être le pivot central autour duquel il faut construire sur cette transition. Nous sommes le 1er février 2017 et donc dans plus ou moins 10 mois, un peu plus de 10 mois, il faut organiser tous les scrutins alignés. Olivier Kamitatou, est-ce que vous pensez qu'en 10 mois, le gouvernement qui sera mis en place dans quelques semaines saura stabiliser le tableau sécuritaire du pays, améliorer les indicateurs sociaux et organiser les élections? Est-ce que ce n'est pas une sorte de chercher à réaliser un miracle là où Jésus a échoué? J'entends souvent vos collègues et vous-même être d'un scepticisme tout à fait édifiant. Pendant ces 10 mois, la Commission nationale indépendante des élections, la Commission électorale, continue à travailler, à enrôler les électeurs qui ont 18 ans d'âge accompli. Ils sont à 10 millions aujourd'hui. Ça veut dire que ce travail doit continuer sans désemparer. Nous aurons certes à l'auditer pour que ce ne soit pas un fichier bidouillé, mais il est clair que les opérations sont engagées, elles doivent s'accélérer. Le gouvernement viendra donner un plus. D'autant que ce gouvernement, ces institutions sont assorties maintenant d'une nouvelle institution d'appui à la démocratie, le Conseil national de suivi de l'accord et du processus électoral. Et ce n'est pas anodin. Un des éléments clés de l'accord de la CENCO du 31 décembre 2016, c'est que ce qu'on appelle d'habitude le comité de suivi, nous en ayons fait une institution. Une institution à la tête de laquelle nous avons mis le président du Conseil des sages du Rassemblement pour toutes les qualités personnelles de combat, de défense de la liberté de la démocratie. Et nous avons à la fois mis en place une vice-présidence, un présidium, un bureau, 28 délégués au sein de ce forum qu'on appelle le Conseil national de suivi qui aura à faire le monitoring, à surveiller à la fois tous les aspects ayant trait au processus électoral, qui aura certainement à adresser des avertissements, à dire à la population ça marche ou ça ne marche pas, qui sera réellement l'institution pivotale autour de laquelle nous voulons maintenant que ce processus électoral puisse s'accélérer et qu'il soit crédible, qu'au bout du compte, les résultats des élections soient opposables à tout le monde. Donc voilà au moins des éléments qui font que nous essayons d'encadrer ce processus qui va appeler beaucoup de sacrifices. Nous aurons certes à mettre nos moyens financiers les plus importants sur ce processus parce qu'il faut redonner légitimité et il faut assurer la stabilité de notre pays. Mais il faut également que nous puissions convaincre tous nos partenaires de nous aider dans ce processus. Oui, mais justement, parce que là, vous parlez très bien du processus électoral, vous ne parlez pas de la stabilisation du cadre macroéconomique, de la stabilisation sociale et de la stabilisation sécuritaire. Vous avez été ministre du plan sous Mouzito, je l'ai dit. Vous connaissez les tableaux sociaux du pays. Avec quels moyens allez-vous réaliser tout cela? Parce que les bailleurs de fonds internationaux ne se mobilisent pas encore. Je ne veux pas parler des moyens qui ont fait défaut quand tant d'argent ont coulé dans les caisses de l'État ces 5 dernières années. Nous avons accumulé des taux de croissance économique les plus forts d'Afrique centrale. Nous avons été, à en croire les chiffres qui ont été publiés, une économie en plein dynamisme. Donc il ne faut pas dire que parce que nous étions en plein dynamisme, on n'a pas pu financer les élections. Il y a eu de l'argent, il y a eu beaucoup d'argent. Maintenant, nous devons nous mobiliser. Il faut faire appel à la fois à un grand civisme, à un grand sens de responsabilité à l'intérieur. Il faut recréer les conditions de la confiance, mais il faut surtout que les institutions retrouvent pendant cette transition un minimum de crédibilité. La crédibilité, on la gagne comment sur le plan intérieur? En assurant la paix et la sécurité de tous nos compatriotes. Sinon, nous ne serions pas crédibles. On la gagne comment? En essayant d'éviter de retomber dans des hyperinflations, que le prix des denrées alimentaires du panier de la ménagère augmente tous les jours. Nous n'irions pas dans des élections apaisées si nous avons la faim au ventre. C'est clair que nous devons travailler à obtenir la confiance, notamment de nos partenaires.
Ça veut dire que nous devons avoir des appuis à notre balance de paiement. Il ne faut pas que le franc congolais continue à dévisser sur le marché d'échange. Il faut que nous puissions assurer les importations des vivres, des denrées de première nécessité. Nous sommes dans une crise financière, une crise économique. Nous sommes surtout dans une crise politique. Nous sommes aussi peut-être au début d'une petite crise sécuritaire. De tout cela, cela appelle avant toute chose que nous ayons le sentiment d'avoir les mêmes objectifs tous ensemble et que nous puissions travailler dans l'union, dans l'unité, à obtenir le résultat que veut la population, de bonnes élections. Vous serez peut-être membre du prochain gouvernement, si pas vous, en tout cas quelqu'un de l'ARC, parce qu'il y a un quota assez suffisant pour les rassemblements. Quel sera par où le gouvernement devra commencer? Prendre les projets de budget Matata qui est dans les tiroirs de l'Assemblée nationale ou élaborer un autre budget au regard des ambitions de la transition? C'est une question purement technique. Je voudrais dire une chose, c'est qu'on ne se bat pas pour des postes. Nous nous sommes battus pour qu'il y ait les garanties de bonne fin, que chacun se donne les gages, qu'on peut réussir ce processus. De toutes les manières, vous êtes politique, hein? On fait la politique pour commander. Donc ce n'est pas de la honte si on ne commande pas par des négociations. On commande après que le souverain primaire vous ait donné ses suffrages et sa confiance et que vous ayez gagné. Ça viendra. Et ça, c'est la vraie victoire. Aujourd'hui, mon parti fête ses 11 années. Je n'ai pas été fondateur de l'ARC. Ce sont mes amis qui sont venus me chercher pour que je prenne la présidence de ce parti. En 2015, nous avons fait un choix politique important, de privilégier les élections plutôt que notre place dans les institutions. Beaucoup ont souffert de ce choix. Aujourd'hui, personne ne le regrette, parce qu'au-dessus des postes, il y a avant tout des principes et des valeurs. Et la première des valeurs, c'est de pouvoir dire à la population, c'est votre pouvoir. Si vous nous faites confiance, nous vous assurerons que la stabilité, la paix, le progrès, le développement pourront venir par la force de la conviction, pas par la force d'une négociation, ni par la force des armes, par la force de la conviction. C'est ça que nous voulons aujourd'hui. Donc, en ce qui concerne le budget, pour répondre à votre question précise, nous devons avoir un budget qui soit frappé du sceau du réalisme. Il ne sert à rien de voter des budgets qui ne sont jamais exécutés. Il ne sert à rien de faire croire à la population ce qu'il ne peut advenir. Aujourd'hui, nous ne pouvons compter que sur nos propres ressources. Nous devons compter également au-delà de nos propres ressources. Parce qu'aujourd'hui, nous avons été extrêmement déstabilisés par cette crise politique que nous ne voulions pas. Ce que nous voulons aujourd'hui, c'est de recréer la confiance dans les institutions sur le projet des élections en 2017. C'est d'avoir un minimum de crédibilité au niveau de nos partenaires et de pouvoir mobiliser ces ressources à la fois pour aller vers les élections, à la fois pour sécuriser notre pays, à la fois également pour essayer de stabiliser le prix des biens de première nécessité. À combien s'élèvera le budget? On sait quelles sont les exécutions mensuelles. On a travaillé sur basse caisse pendant de nombreuses années. Nous savons exactement ce que nous gagnons. Nous devrons nous astreindre à réduire le train de vie de l'État, à faire tous des sacrifices. Et ce n'est pas le petit peuple qui doit faire les sacrifices. C'est toute la chaîne du commandement, du sommet de l'État jusqu'à tous les 100 grades de la République. Nous devrons faire les sacrifices qu'il faut pour donner une chance, non seulement à notre pays, mais à toutes les générations qui attendent de nous un sursaut de responsabilité. Olivier Kamitatou, je vous remercie. Merci. Je rappelle que vous êtes président national de l'ARC, délégué et négociateur du rassemblement pour pourparlers de la CENCO. Vous êtes également membre ou sociétaire de G7, le groupe de 7 partis qui font partie aujourd'hui de l'opposition politique. Merci encore une fois. Chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. Je vous rappelle que cette émission sera rediffusée en boucle pendant 3 jours sur la RTNC3 institutions et dans d'autres chaînes partenaires. Merci. Poussé à l'organisation, honorable président, des assumer en activité. Je suis conscient, ça n'a rien à voir. Vous êtes responsable.